L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir comment Angular gère les formulaires dans une application, notamment la création de formulaires, la mise en place de validateurs et la récupération des données d'un formulaire. Un formulaire sert d'interface de récupération des données ou des informations d'un utilisateur afin d'effectuer des traitements dessus. À l'heure où je fais cette vidéo, Angular nous fournit deux façons de gérer les formulaires, soit à travers les template driven forms ou soit à travers les reactive forms. Donc il s'agit ici de deux façons de gérer les formulaires. Si nous prenons les template driven forms, il s'agit d'une gestion de formulaires basée sur l'utilisation de directives directement dans le template, d'où leur nom template driven forms. Donc en utilisant les template driven forms, la gestion des validateurs, la gestion du statut des éléments de contrôle, leur état d'activation ou de désactivation, tout cela est géré directement dans le template, c'est-à-dire dans la partie HTML. Donc ici, nous avons un exemple simple qui se base sur l'utilisation de la directive ndModel pour effectuer le binding entre un élément de formulaire, c'est-à-dire un contrôle, qui est un input de type test ici. Et nous utilisons le ndModel à travers ce qu'on appelle le two-way data binding ou la notation banana in the box, qui est une notation particulière, qui est une combinaison du property binding et du event binding. Donc cette combinaison nous permet d'avoir cette syntaxe qu'on appelle le banana in the box. Et ceci permet de créer ce qu'on appelle le two-way data binding, qui permet de réaliser une synchronisation dans les deux sens, c'est-à-dire du template vers le modèle et du modèle vers le template. Donc une synchronisation dans les deux sens. Et ici, on utilise le ndModel en lui fournissant ici un attribut de notre classe qui est email, de sorte que chaque fois qu'il y aura une modification au niveau du template, au niveau de ce contrôle, donc cela va se refléter sur la variable user email que nous avons ici. Donc à chaque fois que l'utilisateur modifie la valeur, cela va se refléter automatiquement dans cet attribut qui est user email. Donc si nous avons à gérer par exemple des validateurs, lorsque ce champ est requis par exemple, il va nous falloir indiquer directement cela ici en utilisant l'attribut required par exemple. Et lorsque nous souhaitons désactiver par exemple cet input, donc on va utiliser le disable, un attribut disable que nous allons mettre sur l'input. Donc comme on le ferait dans du HTML, comme dans du HTML classique, en utilisant l'API qui nous est déjà fourni par le navigateur. Donc en procédant de cette façon ou cette façon de faire, en se basant sur le template et l'utilisation de directives, comme nous l'avons ici, c'est ce qu'on appelle le template driven forms, ou c'est le template driven forms qui nous permet de réaliser cela. Donc, nous allons voir à quoi cela ressemble en faisant un petit exercice. Pour cela, nous allons reprendre notre application là où nous l'avons laissée. Donc nous avons une application, nous avons une liste d'utilisateurs avec la possibilité d'afficher le détail de chaque utilisateur, chaque employé lorsqu'on clique sur le bouton Details. Et lorsqu'on fait Edit, cela nous ramène sur la page permettant de réaliser l'édition de l'employé. Donc pour le moment, nous n'avons pas le formulaire nous permettant de faire l'édition ou la création vu que nous n'avons pas ces connaissances. Donc ici, ce que nous allons faire dans un premier temps, je vais retourner au niveau de mon app ici et je vais mettre en commentaire le router outlet qui nous permet de gérer le routing des éléments routés dans notre application. Donc à partir d'ici, nous allons maintenant réaliser quelques tests. Donc je vais créer ici un élément de formulaire, c'est-à-dire un contrôle. Et je vais supposer que ceci me permet par exemple de récupérer le nom d'un utilisateur, un username par exemple. Donc pour pouvoir utiliser les template driven forms pour pouvoir gérer la récupération des données, donc on a vu qu'on devait passer par le ndModel en passant comme valeur du ndModel une valeur correspondant à un attribut se trouvant au niveau de notre composant, au niveau de la classe de notre composant. Donc dans un premier temps, je vais créer par exemple username ici et lui donner une valeur vide. Donc je reviens au niveau de mon template et je vais ajouter ici un ndModel en utilisant le two-way data binding à travers ce qu'on appelle le banana in the box. Donc je fais ndModel ici et je fais correspondre ça à l'attribut que je viens de créer au niveau de ma classe. Donc ici, j'ai Angular qui me dit qu'il ne reconnaît pas cet attribut ou cette directive parce que nous n'avons pas réalisé le bon import. Donc je reviens ici, j'ajoute juste que je veux utiliser le
le NG modèle. Donc, il s'agit d'une directive qui provient du form module. Donc, je fais form module ici. Et après cela, lorsque je retourne dans le template, on voit que l'erreur disparaît. Et ici, nous allons réaliser une interpolation juste pour pouvoir afficher la valeur actuelle de mon username et voir à quoi cela ressemble. Donc, si je viens là, je vais mettre ici un petit placeholder pour éviter d'avoir créé les labels et tout ça. Donc, j'ai mon username, mon champ username qui est là. Donc, je saisis une valeur. Donc, on voit que j'ai le résultat qui s'affiche en temps réel ici, en utilisant l'interpolation que nous avons mis en place. Et si on se réfère au code ici, donc la valeur que nous affichons, il s'agit de la valeur dont nous avons déjà réalisé le binding ici. Donc, nous venons d'utiliser l'attribut NGModel pour pouvoir mettre en place la récupération de la valeur username au niveau de l'utilisateur. Donc, en supposant que nous voulons un bouton radio, par exemple, dont nous allons procéder pareil. Donc, on peut créer un input ici de type radio, par exemple. Et faire la même chose ici. Donc, supposons que ceci représente... donc, ici, c'est une balise auto, fermont. Supposons que nous souhaitons dire si l'utilisateur est majeur ou pas. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Donc, je peux mettre les deux dans une div, par exemple, ici. Donc là, je dois utiliser le même name pour les deux inputs, de sorte que mon navigateur sache que ces deux éléments sont liés. Donc ça, c'est des règles du HTML classique. Et il faut, en plus de cela, leur donner une certaine valeur. Donc ici, supposons que je dise que cela représente si la personne est majeure ou pas. Donc supposons que j'ai quelque chose comme ça. Et que j'ai également quelque chose comme ça. Et que je dis ici que c'est yes et que ici c'est non. Donc j'ai ceci, est-ce que ça fonctionne déjà? Oui. Donc il me suffit de mettre ici des labels autour de ces éléments. Donc je vais créer des labels que je vais mettre autour de ces éléments. Donc je peux également préciser les ID ici si je le souhaite. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc je fais quelque chose comme ça. Et au niveau du label, par exemple, je mets ici major. Donc, je vais plutôt faire ceci. Je remets mon nom ici. En supposant que l'idée ici, c'est de dire que si c'est supérieur à 18 ans. Et ici, c'est inférieur à... Ici, c'est inférieur à 18 ans. Ici, c'est supérieur égal à 18 ans. Donc, nous avons le supérieur égal à 18 ans. Ici, inférieur à 18 ans. Donc, ici, je vais juste placer le test après des deux côtés. Donc, ici... Ok, donc supposons que nous souhaitons également récupérer la valeur pour voir si c'est majeur ou pas. Donc on peut procéder également de cette façon. Ici, il me suffit maintenant de faire le binding. Donc là, je vais créer également une valeur ici que je vais nommer par exemple majeur ou is major, à nous de voir, ou is adulte par exemple. Et dire par exemple que ceci est faux par défaut. Donc il me suffit maintenant de faire ici le binding entre les valeurs. Donc je viens là, je fais le binding comme nous avons fait tout à l'heure en utilisant le NG modèle. Donc il suffit de placer cela quelque part ici. Donc je peux faire un NG modèle ici.
et faire le binding. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Vu que nous voulons que ces valeurs soient des valeurs booléennes, donc on doit avoir normalement ici true ou false. Donc, dans un premier temps, on va juste laisser ça comme ça et faire un test, voir à quoi cela correspond. Donc si je reviens ici au niveau du template, supposons que nous souhaitons également afficher ici la valeur de isAdult. Donc ici, pour pouvoir afficher la valeur ici, qu'on ait quelque chose qui soit affiché, même si la valeur n'est pas renseignée ici, je vais utiliser un pipe qui est le pipe, le JSON pipe ici, pour pouvoir faire juste le débogage. Donc il va me falloir ici importer le JSON pipe pour voir le contenu des variables. Donc c'est quelque chose qu'on peut également utiliser pour les débogages souvent. Donc j'ai la valeur qui est nulle lorsque je coche ici, j'ai la valeur qui est no, je coche ici, j'ai la valeur qui est yes. Donc on voit qu'il s'agit des valeurs qui me sont passées ici lors de la création des radios. Donc il s'agit de ces valeurs. Donc en supposant que je veux récupérer ces valeurs, que cela soit des valeurs qui soient yes ou non, plutôt true ou false, donc j'aurais pu utiliser le binding ici et dire que ceci c'est false et faire pareil ici au niveau de la seconde valeur ici, donc faire également du binding ici et dire que ceci c'est true. Donc on refait le test. Donc lorsque je viens ici que je coche là, donc la valeur est false. Lorsque je coche là, la valeur est true. Donc on peut maintenant, si je reviens ici, faire dire que par défaut, la valeur est false ici. Pour dire que la personne n'est pas majeure par défaut. Donc on voit que cela se reflète automatiquement sur l'interface vu que le binding a été fait. Donc si j'avais mis true ici, donc cela veut dire que c'est le second bouton radio qui sera coché par défaut. Donc c'est de cette façon qu'on peut récupérer les différentes valeurs. Mais ici, nous avons récupéré les valeurs de façon unitaire. Donc répéter ça pour plusieurs champs, ça peut être fastidieux. Donc ce qui se fait généralement, c'est qu'on crée ici un attribut qui sera par exemple user info ou data. Supposons que ça représente les données qui sont renseignées dans le formulaire. Donc on peut le créer quelque chose comme ça et ramener ces différentes valeurs au niveau de notre attribut data comme ça. Donc en procédant de cette façon, c'est plutôt un binding entre les champs de formulaire et le contenu de cet attribut qui constitue notre modèle qu'on fera à la place de ce que nous avons fait précédemment. Donc cela va nous permettre d'avoir tout ceci, tout le contenu de notre formulaire comme étant un objet plutôt que d'avoir des éléments séparés. Donc ici, je dois mettre plutôt des virgules. Et là, si je reviens au niveau de mon template, je vois à la place de mettre des valeurs séparées maintenant. Donc à chaque fois, je dois mettre ici data.username. Ici, je dois mettre data.adult, data.isAdult. Et pareil ici au niveau de la récupération des valeurs maintenant, vu que nous n'avons plus ces attributs au niveau de notre formulaire, donc on peut supprimer cela et à la place ici, nous allons utiliser data. Nous allons refaire le test pour voir ce que ça donne. Donc si je reviens là, j'ai une erreur au niveau du TypeScript. Ok, j'ai data égale à ceci. Ok, je vais avoir les 2 points ici. Donc on voit que lorsqu'on vient par défaut, nous avons username qui n'est pas renseigné et nous avons isAdult qui est égal à true. Donc si je fais ceci, la valeur passe à false ici et lorsque je renseigne les valeurs, donc on voit que ça se reflète dans mon data. Donc je peux après utiliser ce data et l'envoyer vers le serveur par exemple pour faire la sauvegarde des données au besoin. Donc ça c'est les templates driven forms qui nous permet de réaliser cela. Donc en supposant que nous voulons mettre en place des validations ici, donc il va falloir le faire en se basant sur des attributs. Donc en supposant par exemple que je veux dire que lorsque l'utilisateur
clique sur ce champ lorsque la valeur est supérieure, non plutôt lorsque la valeur est inférieure ici. Supposons que je vais désactiver ce champ. Donc, je dois réaliser ça de façon manuelle ici. Donc, je vais dire par exemple que au niveau de mon input, que je veux désactiver l'input. Donc, je dois réaliser des bindings ici. Donc, je viens au niveau de mon input. Donc, je vais dire ici que je veux garder l'attribut. Je veux avoir l'attribut disable qui prend la valeur, une certaine valeur, lorsque la valeur ici est à une certaine valeur. Nous avons dit lorsque l'utilisateur coche ce champ, c'est-à-dire lorsque isAdulte égale à false. Donc, nous devons désactiver ça. Donc, on va dire ici que cette valeur, déjà, on sait que lorsqu'on met l'attribut disable ici, je vais d'abord expliquer ce que j'essaie de faire. Donc, ça désactive ce champ. Donc, l'idée, c'est de faire ceci de façon dynamique. Donc, c'est pourquoi je mets attribut.disable. Donc, c'est la façon d'Angular de faire le binding d'attribut. Donc, de contrôler dynamiquement la valeur d'un attribut en fonction d'une certaine valeur. Donc, ici, vu que modèle.data.isAdulte, c'est ça qui représente la valeur de notre bouton radio ici, ou qui pointe sur la valeur de notre bouton radio ici. Donc, ce que nous allons faire ici, on va dire que si cette valeur n'est pas renseignée, donc si cette valeur n'est pas renseignée, donc on doit faire comme ça, ou plutôt si cette valeur est false, que nous souhaitons retourner, nous souhaitons désactiver notre champ. Donc, on va lui donner simplement la valeur disable comme ça. Donc, on va mettre disable égale à disable. Sinon, on va lui donner la valeur nulle. Donc, la valeur nulle, c'est ça qui permet d'enlever l'attribut de... C'est ça qui permet d'enlever l'attribut de l'élément que nous avons ici. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le disable. Donc, nous allons tester cela. Donc, je viens ici. Je peux renseigner une valeur. Mais lorsque je fais ça, donc on voit que le champ est désactivé et on ne peut plus manipuler le champ. Donc avec les templates driven form, tout se fait dans le template ou dans la partie HTML comme nous l'avons fait ici. Donc ceci est bien, mais lorsqu'on a plusieurs champs à manipuler comme un formulaire où nous avons plusieurs valeurs de formulaire ou plusieurs informations à renseigner, cela peut devenir fastidieux de manipuler tout directement dans le formulaire en gérant les différentes validations. Donc, supposons que ici, nous souhaitons faire la même chose, mais rendre le champ required, c'est-à-dire requis obligatoire seulement lorsque l'utilisateur clique sur le champ comme nous avons fait ici. Donc, il va falloir, par exemple ici, gérer le cas du required ici et faire la même chose pour cet attribut. Donc, c'est de cette façon qu'on doit gérer, par exemple, les validations. Donc, si on veut faire pour le length, la taille, il va falloir faire pareil, etc. Donc, tout se gère au niveau du template. Donc, nous allons voir l'utilisation des reactive forms qui permet de faire tout cela, mais du côté logique du composant, c'est-à-dire dans la partie TypeScript, et cela de façon réactive, sans devoir à faire les choses manuellement dans le template. Donc, si nous prenons les reactive forms, qui est la deuxième façon dans Angular, à l'heure où je fais cette vidéo, de pouvoir gérer ou de manipuler les formulaires. Donc, il s'agit d'une façon de manipuler les formulaires ou les éléments de formulaire de façon réactive. Donc, au lieu de faire tout au niveau du template, tout est fait maintenant au niveau de notre partie logique de composants, c'est-à-dire dans la partie TS. Donc, on crée certains éléments, on met en place les validations et tout cela de façon explicite. Et l'autre chose à savoir ici, le nom réactive leur vient du fait que la manipulation des formulaires ou des éléments de formulaire en utilisant cette façon se base plus sur les observables ou RJS pour la réalisation de la gestion, la gestion des validations, etc. Donc tout se base sur RJS, d'où leur nom Reactive Forms. Donc concernant la mise en place ou la gestion des formulaires ou d'un élément de contrôle, d'un élément de formulaire en utilisant cette façon de faire. Donc, dans un premier temps, on commence par créer la partie template comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, on crée le template. On crée ensuite
selon le besoin, un form control, un form group ou un form array. Donc, nous allons voir ce que c'est tout à l'heure. Donc, retenez pour le moment qu'un form control, c'est un élément ou c'est la façon dont Angular nous permet de gérer un élément de formulaire, que ce soit un input à radio, un select, un checkbox, tout ça. Donc, c'est considéré comme un contrôle. Donc, c'est les contrôles qui nous permettent de gérer cela. Donc, après la création de la partie HTML, c'est-à-dire le template, et la création de notre form control, de notre form group ou de notre form array selon le besoin, c'est-à-dire la partie modèle. Donc, on réalise après le binding entre ces deux parties, en passant également par certaines directives qui sont dédiées à cela. Donc, jusque la majeure partie de la gestion se fait dans la partie logique, dans la partie TypeScript, comme nous le verrons tout à l'heure. Pour gérer les formulaires en passant par les reactive forms, Angular nous fournit les form control qui permettent de gérer un élément de formulaire, à savoir les inputs, les selects, les tsrr, les checkbox, etc. Donc le form control, c'est un utilitaire ou une classe côté Angular qui nous permet de gérer pour un élément de formulaire à la fois la récupération des valeurs, la gestion des validateurs, la gestion des erreurs, le changement d'état et de valeur de façon réactive, etc. Nous avons ensuite le form group, qui est une classe qui nous permet de regrouper plusieurs form control qui sont liés dans un groupe. Donc, lorsque nous prenons un formulaire, donc un formulaire constitué de plusieurs form control constitue un form group. Et lorsque nous prenons les form array, donc il s'agit d'une façon dans Angular de pouvoir créer des form control ou des form group et cela de façon dynamique. Donc, en supposant que sur un formulaire, nous souhaitons réaliser l'ajout dynamique de certains champs dans notre formulaire à chaque fois que l'utilisateur clique sur un bouton. Donc, on peut le faire en passant par les form array. Et nous avons enfin les form builder, qui est un utilitaire qui nous permet d'éviter de la verbosité lors de la création des form control, des form group ou des form array. Nous verrons à quoi cela ressemble tout à l'heure à travers la pratique. Donc, pour voir à quoi ressemblent les reactive forms dans la pratique, donc nous allons réaliser la même chose que tout à l'heure, mais en utilisant les formulaires reactifs. Donc, dans un premier temps, nous avons vu que pour le processus de mise en place des formulaires, donc il y a toujours une partie création de templates. Donc, nous allons, dans un premier temps, créer le template, réaliser ensuite la création du modèle, c'est-à-dire les formes contrôle, les formes group, tout cela, et réaliser enfin le lien de ces deux parties en faisant le binding, en utilisant les directives appropriées. Donc ici, je vais commencer par enlever tout ce qui provient des template driven form ici, dans un premier temps. Donc on va voir juste la partie template. Donc j'enlève tout ça, j'enlève le ND model ici. Et là, nous avons un formulaire plat qui est juste du HTML. Donc là, nous avons notre partie template qui est prête. Donc si on revient sur l'interface ici, donc nous avons juste notre formulaire classique HTML qui n'est pas réactif pour le moment. Donc si nous revenons dans la partie logique, donc on peut également enlever le form module, vu que le form module, nous avons vu tout à l'heure que c'est de cela que proviennent les directives qui nous permettent de manipuler ou de gérer nos formulaires en utilisant les template driven forms. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons commencer par importer le module qui nous permet de gérer les formulaires en utilisant les formulaires réactifs. Donc il s'agit du reactive forms ici. Et le reactive form nous fournit beaucoup d'éléments, que ce soit certaines directives ou certaines classes pour pouvoir manipuler ou gérer les formulaires. Donc ici, nous allons commencer par faire les choses de façon unitaire pour les différents form control et ensuite voir comment nous pouvons grouper cela. Donc nous avons vu que côté reactive form, donc je peux également mettre en commentaire ceci. Nous allons reprendre de zéro. Donc dans un premier temps, ce que nous avons fait, nous avons créé un username qui nous permettait de récupérer des valeurs
de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur. Ensuite, nous avons fait pour le radio. Donc, au niveau des Reactive Forms, donc dans un premier temps, il faut créer la partie modèle ou l'élément ou le contrôle qui va nous permettre de gérer notre élément de formulaire ou le contenu de notre formulaire. Donc, pour créer cela, donc ici, je fais username. Par exemple, je vais nommer ça de cette façon, username control. Donc, je vais utiliser cet attribut et lui affecter comme valeur un form control. Donc, nous avons dit que à chaque fois que j'ai un élément de contrôle, pour pouvoir manipuler cela, j'utilise un form control. Donc, en procédant de cette façon, je viens de créer un form control. Donc, je peux ensuite utiliser le nom du form control ici dans le HTML en faisant un binding. Donc, il me suffit ici d'indiquer que je veux faire un binding de form control. Donc, je fais un form control ici. Et je dis que je fais le binding avec le form control que je viens de créer. Donc, ça également, je peux mettre ça en commentaire ou l'enlever carrément. Donc, en procédant de cette façon, je dis Angular. Donc, en mettant en commentaire ceci pour le moment. Donc, en procédant de cette façon, j'ai dit qu'en Angular, que pour cet élément de formulaire, je fais le binding avec le contrôle que j'ai créé. Donc, plus tard, lorsque je souhaite récupérer les valeurs de ce contrôle, donc je peux le faire à travers certaines propriétés qui sont disponibles sur le contrôle. Donc, ce contrôle dispose de plusieurs attributs qui nous permettent de réaliser différentes choses. Donc, nous avons le value, par exemple, qui nous permet de récupérer la valeur du champ. Donc, si je reviens ici et que je saisis la valeur, donc on voit que ça correspond à la valeur que j'ai ici. Et si nous allons plus loin et que nous affichons directement ceci, ici j'ai trop d'éléments, je vais procéder autrement. Donc ici, en supposant que je vais afficher par exemple le statut pour voir si l'élément est valide ou pas. Donc, je dispose ici d'une propriété valide également pour pouvoir le faire. Donc, ici, nous n'avons pas de validation. Donc, il nous dit que la valeur est true. Donc, si nous souhaitons, par exemple, mettre en place des validateurs au niveau de ce form control, donc on peut le faire directement ici. Donc, c'est en cela que les Reactive Forms permettent de centraliser des choses ou de faire les choses de façon explicite, au lieu de le faire dans le template. Donc, en supposant que nous souhaitons dire ici que ce champ est requis, donc il nous suffit de mettre en place des validateurs ici. Donc, au niveau du form control, il faut noter que la première valeur qui est renseignée au niveau du constructeur constitue la valeur par défaut. Et nous avons ensuite la possibilité de préciser des validateurs. Donc, nous pourrons préciser certains validateurs ici. Donc, Angular nous fournit par défaut certains validateurs. Donc, je peux utiliser le required, par exemple, et dire que ce champ est requis. Donc, en faisant cela, tant que la valeur n'est pas renseignée, dans cette valeur, le statut de ce champ ou de ce contrôle sera invalide. Donc, pour voir cela, on va retourner ici. Et vu que j'ai déjà mis en place un test ici qui nous permet de voir si le champ est valide ou pas. Donc, on va voir que cette valeur, donc ici, c'est le value. Et là, c'est le... Donc, je vais mettre une balise BR ici. Donc, si je retourne ici, donc lorsque je renseigne maintenant la valeur, donc je vois que le valide est true. Lorsque je ne renseigne pas la valeur, donc on voit que le valide passe à false. Et en supposant que nous souhaitons, toujours au niveau de ce form control, ajouter un deuxième validateur en plus du require, supposons que nous souhaitons dire que la taille minimum de ce champ, ou que pour un autre utilisateur, nous voulons avoir 4 caractères minimum. Donc, pour pouvoir faire cela, on peut passer par la combinaison de validateurs de cette façon. Donc, il suffit d'indiquer un tableau qui contient la liste des validateurs que nous souhaitons.
Donc nous avons le Angular qui nous fournit pas mal de validateurs. Donc, vous pouvez voir la liste qui est disponible sur cette classe statique qui est validators. Donc nous avons le min-length, le pattern pour gérer les expressions régulières, le require que nous avons vu déjà, l'email pour pouvoir gérer les emails, etc. Donc ici, supposons que nous voulons indiquer que nous voulons minimum pour le nom d'utilisateur 4 caractères. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Donc en procédant de cette façon, si je retourne là et que je renseigne la valeur, donc on voit que le valide est toujours false jusqu'à ce que je renseigne 4 valeurs. Donc dès que je renseigne les 4 valeurs minimum, on voit que la valeur passe à true. Donc Angular nous fournit pas mal de choses ici pour pouvoir gérer que ce soit les validateurs, les statuts, etc. Donc ici, nous avons vu comment gérer l'état de validité, comment récupérer la valeur, comment mettre en place également les validateurs. Donc on peut également écrire des validateurs custom, c'est-à-dire des validateurs personnalisés pour pouvoir gérer les champs et tout. Donc supposons que nous souhaitons désactiver ce champ. Donc, nous pouvons le faire en utilisant la propriété, plutôt faire appel à la méthode disable sur ce champ pour pouvoir désactiver le champ. Donc ce contrôle dispose d'autres propriétés pour pouvoir manipuler également l'état de façon dynamique. Donc nous allons ici faire la même chose pour le second champ. Donc ici, en supposant que nous voulons créer un second champ qui est le isAdult par exemple. Donc il s'agit d'un contrôle également. Donc personnellement, je nomme mes contrôles en mettant CTRL à la fin pour dire que c'est un contrôle. Donc on peut également créer un form contrôle ici pour nous permettre de récupérer la valeur. Donc ici, dans le cas du bouton radio, nous avons procédé tout à l'heure en mettant false par défaut comme valeur initiale. Donc on peut mettre la valeur false ici. Et là, nous n'avons pas besoin de mettre en place des validateurs, donc rien ici. Ensuite, il va falloir faire le binding. Donc je viens au niveau de mon app ici. Je prends ces deux champs. Et je fais le binding en disant ici que form control correspond à la valeur en question. Et nous avons vu tout à l'heure que pour afficher les valeurs, il me suffit de faire le nom du contrôle .value pour pouvoir accéder à la valeur. Donc ici, on va juste faire isAdult control et accéder ici à sa valeur en faisant .value. Donc ici, je renseigne la valeur. Déjà pour le isAdult, c'est false. Lorsque je fais ça, donc on voit que la valeur passe à true. Pareil ici, si j'enlève ceci, donc on voit que la validité passe à false, etc. Donc autre chose ici, c'est que généralement, lorsqu'on travaille avec les éléments de formulaire, on veut des fois récupérer les erreurs et les afficher. Donc si je retourne sur l'interface ici, nous avons le username qui n'est pas renseigné et ce champ est valide comme l'indique l'interpolation que nous avons mis en place ici. Mais supposons que nous souhaitons informer l'utilisateur de l'état de validité, dire par exemple que ce champ requiert minimum 4 caractères. Donc il va falloir mettre en place un test ici pour pouvoir faire cet affichage. Donc supposons que sur l'interface, nous avons un test ici. Donc je vais juste mettre un P. Et dire ici, supposons que nous mettons ici for characters minimum par exemple. Et que nous souhaitons afficher également un message qui dit que username require. Lorsque l'utilisateur ne renseigne pas la valeur que nous souhaitons mettre également un test comme ça. Donc, il va falloir trouver un moyen de contrôler l'affichage de ces différents messages d'erreur. Donc, Angular nous fournit la possibilité de pouvoir récupérer
les messages d'erreur ou la possibilité de savoir le type de problème de validation que nous avons sur ces champs. Donc sur le user control, ici, donc Angular nous fournit une propriété, errors, comme ça, qui nous permet de récupérer tout ce qu'il y a comme erreur sur le champ en question. Donc si je fais ceci, ça va m'afficher toutes les erreurs qui sont disponibles sur le champ en question. Donc ici, on voit qu'il me dit que require true. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du validateur required. Donc lorsque je renseigne cette valeur, donc on voit que les choses changent ici et que j'ai maintenant une autre valeur qui est le min-left qui correspond à la clé que nous avons renseignée lorsque nous avons créé les validateurs ici. Donc ce que Angular, au niveau des validateurs qui sont disponibles au niveau d'Angular par défaut, c'est que les noms des messages ou le nom des objets représentant les erreurs dans le tableau que nous avons ici, correspondent aux clés, correspondent généralement aux clés représentant les noms des validateurs. Donc pour le require tout à l'heure, nous avons vu que la clé dans le tableau était require et pour le min-left, la clé était à cette clé. Donc il faut juste faire attention que c'est écrit tout en minuscule au lieu de respecter le camel case que nous avons ici. Donc si on revient ici, il nous donne plus de détails sur le message d'erreur. Donc il nous dit que nous avons actuellement mis un caractère alors que le requis c'est 4. Donc si on renseigne 4 valeurs, donc on voit maintenant que le error passe à nul. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette valeur n'est renseignée que lorsque cette valeur est renseignée et son contenu est égal à un objet avec des clés correspondant aux différentes clés représentant les noms des validateurs que nous avons définis ici, lorsqu'il y a une erreur. Et lorsqu'il n'y a pas d'erreur, la valeur de cette clé est nulle, comme nous l'avons vu ici. Donc c'est sur ça qu'on peut se baser, par exemple, pour gérer les différentes erreurs. Donc il y a une autre façon de faire qu'Angular nous fournit, c'est de faire as comme ça, en supposant que je vérifie seulement s'il y a une erreur sur le require. Donc je peux faire ceci et lui passer la clé require comme ça. Donc au moment où il y aura une erreur avec cette clé, du coup j'aurai la valeur true qui sera affichée ici. Donc on va faire le test pour vous donner une idée. Donc si je suis ici, je vois que la valeur est true. Pourquoi? Parce que je n'ai pas renseigné de valeur. Et le tableau errors contient déjà la clé require. Donc on peut aller plus loin pour vous faire voir les deux choses. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Et ici afficher directement le error. Donc lorsque j'aurai ce tableau qui va contenir un objet avec la clé require, donc j'aurai cette valeur qui sera égale à true. Donc on a ceci, et ce qui fait que j'ai le true. Donc en supposant que nous souhaitons faire la même chose, mais vérifier pour le min-length, donc on aurait pu mettre ceci, cette clé, en faisant attention juste à respecter ici que ici c'est pas du camel case, mais c'est du test écrit tout en minuscule. Donc la clé correspondant à la clé min-length dans ce cas. Donc si je reviens ici, donc lorsqu'on aura l'erreur au niveau du min-length, on voit que ceci passe à true. Sinon, c'est false. Donc c'est une seconde façon de pouvoir réaliser les vérifications d'erreurs de validation. Donc nous avons différentes façons de faire. Soit vous passez par le tableau, vous faites la vérification de façon manuelle ou vous faites ça de cette façon. Donc perso, je passe par cette façon de faire. Donc nous avons vu comment vérifier cela. Donc dans le cas des... Donc on peut utiliser ceci en se basant sur cette connaissance. Donc on peut... Tout ça c'était pour la démo. Donc on peut mettre en place un if ici et dire que si déjà j'ai des erreurs, c'est seulement dans ce cas que je vais afficher ces deux blocs. Donc je vais dire simplement ici, si mon username control a des erreurs,
C'est dans ce cas que je vais afficher ces deux blocs. Donc, on peut commencer simplement comme ça et aller progressivement. J'ai mon user control. J'ai mon error. Ok, donc si j'ai une erreur, donc si j'ai un problème de validation, donc j'affiche ces deux blocs. Donc ensuite, nous allons aller à plus en précision et dire, par exemple, que je veux afficher le bloc lié au message d'erreur lié au caractère seulement lorsque j'ai ce validateur qui a un problème. Et je fais pareil pour le second. Donc là, j'ai mon éditeur de test qui ne fait pas le bon formatage, mais on ne va pas se fatiguer dessus. Donc on va juste se focaliser sur le résultat. Donc dans ce cas, je vais dire que lorsque j'ai un problème lié au require, que je vais afficher ce message. Donc si on revient sur l'interface, donc on me dit que le username required. Lorsque je renseigne la valeur, donc on me dit que c'est 4 caractères minimum. Donc je renseigne et là c'est bon. Donc il se peut qu'on dise que lorsqu'on vienne sur la page la première fois, que c'est pas bon d'afficher le user require directement, mais d'attendre que l'utilisateur interagisse au moins avec le champ avant de commencer par afficher quoi que ce soit comme erreur sur le formulaire. Donc pour faire cela, au niveau des formes contrôle, donc on dispose d'une propriété qui nous permet de réaliser cela. Donc disposons d'une propriété touch qui nous permet de vérifier si l'utilisateur a au moins touché le champ. C'est-à-dire toucher le champ, ça veut dire que je suis venu, j'ai au moins fait ceci et je suis reparti. J'ai un focus suivi du blur. Donc c'est là que cette propriété devient true. Donc je vais mettre ici touch. On va tester et voir à quoi cela ressemble. Donc j'ai le touch qui est false ici. Je viens là. Je ressors du champ. On voit que la valeur passe à true. Donc si c'est dans ce cas que je veux seulement afficher le message d'erreur, donc je peux combiner les différents affichages que j'ai ici. Je peux combiner ça avec cette propriété. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Donc en faisant cela, c'est seulement lorsque l'utilisateur va toucher au moins le champ qui va ressortir, c'est là que le message d'erreur va s'afficher. Donc il y a d'autres propriétés comme le pristine, le dirty, etc. Donc le dirty, il y a également le dirty pour dire que l'utilisateur a au moins une fois modifié la valeur du champ. Donc si je change ceci, par exemple en dirty, et que je mets ici que c'est du dirty que nous souhaitons écouter. Donc si je viens là, que je viens là, que je sors, donc le champ n'est pas dirty. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à modifier la valeur du champ jusque-là. Donc lorsque je vais commencer par modifier la valeur du champ, c'est là que le champ est considéré comme dirty. Donc si vous souhaitez afficher le message d'erreur seulement lorsque l'utilisateur modifie le champ, donc vous pouvez utiliser le dirty à la place du touch. Donc nous avons également le dernier qui est le pristine. Donc le pristine, ça permet d'indiquer que l'utilisateur est venu, mais qui n'a pas touché, touché ou modifié la valeur du champ. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis dans le cas du pristine. Le pristine est true parce que je suis venu et je n'ai ni touché ni modifié la valeur du champ. Mais lorsque je fais ceci, c'est toujours pristine. Et lorsque je vais commencer par modifier la valeur, donc on voit que le pristine passe à false dans ce cas. Donc c'est différentes propriétés qui sont disponibles ou qui nous sont fournies par Angular pour réaliser différentes interactions ou de manipuler de façon granulaire les éléments de contrôle. Donc tout ce que nous avons vu au niveau de ce contrôle, il faut savoir que cela s'applique à tous les contrôles et que vous pouvez faire la même chose que ce soit pour les select, que ce soit pour les radios, les checkbox et tout cela. Donc à vous d'adapter cela à vos besoins. Donc une dernière chose
avant de passer aux exercices qui constituent la force des formes contrôle, c'est qu'on peut écouter de façon réactive le changement de valeur au niveau d'un contrôle. Donc, en supposant que nous souhaitons écouter le changement de valeur au niveau de ce forme contrôle et effectuer des opérations à chaque fois que la valeur change, donc on peut réaliser ça de cette façon. Donc, supposons que j'ajoute ici un constructeur et que dans le constructeur, c'est dans le constructeur que j'ai créé, par exemple, ceci, où je laisse ça comme ça. Je fais la création du contrôle ici. Et au niveau du constructeur, supposons que je souhaite écouter les changements d'état au niveau de mon username pour pouvoir effectuer certaines opérations à chaque fois que la valeur change. Donc, je peux dire ici que j'écoute le value change et que je souscris dessus. Donc, il faut juste se rappeler, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, de faire le undestroy, c'est-à-dire de se rappeler de souscrire lorsqu'on n'a plus besoin d'écouter les changements de valeur. En supposant que je fasse ceci et que je mette un console log ici. Donc, cela veut dire que j'écoute les changements de valeur au niveau de ce champ. Et en chaque fois que ce changement de valeur se produit, je vais afficher la valeur dans la console. Donc, la valeur, on peut la récupérer ici et je peux faire tout ce que je veux dessus en temps réel. Donc, ça, c'est l'avantage des formulaires réactifs. Donc, lorsque je retourne ici et que je commence par modifier la valeur, donc on voit que cela se répercute en temps réel dans ma console. Donc, en supposant que je veuille faire des traitements dessus, je peux le faire depuis mon callback que j'ai ici. Donc, pareil, je peux également suivre des changements d'état. Donc, j'ai le status change que je peux également écouter. Et le changement de statut, c'est de savoir si le champ est valide ou pas. Donc, en supposant que je veux également afficher cette valeur, donc je peux faire quelque chose comme ça. Et à la place, maintenant, lorsque je fais des modifications, donc il m'informe de la validité du champ. Donc, pour le moment, le champ n'est pas valide. Donc, on voit que j'ai tapé 3 fois, invalide. Je tape encore une fois, donc le champ devient valide. Et lorsque je vais remodifier la valeur, donc on voit qu'il devient valide vu que j'ai un problème au niveau d'un validateur. Donc, c'est de cette façon qu'on peut écouter les changements d'état et les changements de statut. Mais il faut noter que depuis la version 18 d'Angular, Angular fournit une façon d'écouter à la fois les changements d'état et les changements de valeur en passant par un événement ou plutôt une propriété qui est event. Donc on a event comme ça, une propriété qui est disponible au niveau des contrôles qui permet de centraliser l'écoute de tous les événements qui arrivent au niveau d'un form control. Donc j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet que vous pouvez consulter si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette partie. Donc je vais juste faire un test ici. Donc vous allez voir que tous les changements d'état, de statut au niveau de ce composant, ou plutôt de ce form control, vont s'afficher dans la console. Et là, en plus d'avoir le changement d'état et de statut, nous avons les changements que nous avons également au niveau des pristine, touch et tout ça. Donc si je fais ceci et que je ressors, donc on voit que j'ai des détails qui me disent ici qu'il y a un événement touch qui vient de se produire. Donc lorsque je viens ici, que je modifie la valeur, donc on voit qu'il y a un pristine qui a été déclenché, suivi d'un value change, etc. Donc ça me permet de centraliser les coûts des événements au niveau d'un contrôle, ce qui donne encore plus de force aux Reactive Forms. Donc j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, si cela vous intéresse, pour voir plus de détails sur le fonctionnement des événements centralisés de Form Control. Donc on voit aussi que pour chaque événement, il nous dit ici que l'événement est déclenché au niveau d'un forme de contrôle, que son statut est invalide. Ici, il nous dit que l'événement est déclenché ici et que la valeur actuelle c'est E.
Donc, on a différents événements pour gérer de façon granulaire les éléments de formulaire. Donc ici, avant de passer à l'exercice, nous allons voir comment regrouper tout cela en utilisant un form control. Donc je peux me débarrasser de ça. Donc pour les template driven form, il suffisait de créer un modèle et de faire le binding ici. Donc pour les reactive form, au cas où nous souhaitons regrouper tout ceci dans un form group, donc il nous suffit de créer maintenant un form group. Donc je vais nommer ça ici form comme ça. Donc on crée un nouveau form group. Form group. Et à l'intérieur de ce form group, ou plutôt au constructeur de ce form group, on peut passer un objet dont les clés vont représenter les clés permettant de récupérer les valeurs. Donc nous allons dire ici que username correspond à quelque chose. Et ce quelque chose doit être un form control dans ce cas. Donc un form group, comme nous l'avons vu, permet de grouper plusieurs contrôles qui sont liés entre eux. Donc ici, il me suffit de faire pointer cela sur l'élément que j'avais déjà créé. Donc en faisant comme ça. Donc sur cet élément. Et pour le isAdult aussi, pareil. Donc je vais faire pointer ça sur le contrôle que j'avais déjà créé. Donc le isAdult comme ça. Donc en procédant de cette façon, je viens de créer un form group qui est constitué de deux form control. Donc ça, c'est une simplification. J'aurais pu déplacer tout ce code que j'ai ici. J'aurais pu le déplacer également là. Ça revient à faire la même chose. J'aurais pu faire simplement comme ça également. Donc c'est une façon de faire également. Donc ça veut dire que ceci, je le déplace également juste là. Donc j'aurais pu procéder également de cette façon. Donc à vous de voir ce qui vous est plus facile à faire. Donc là, nous avons créé le form group. Donc dans ce cas, il va falloir maintenant réaliser le binding avec la partie HTML. Parce que ce que nous avons fait avant était lié à des form control. Et là, nous souhaitons faire un binding qui est lié au form group. Donc au lieu d'utiliser des form control directement ici, dans un premier temps, il va falloir englober tous les éléments d'un form group. Avant d'utiliser un form group ou des form control qui sont liés à un form group, la règle, c'est d'englober dans un premier temps. Donc ça peut être une div, un form ou ce que vous voulez. Donc l'essentiel, c'est que les éléments soient englobés. Tous les éléments qui sont liés au form group doivent être englobés ou dans un élément qui est couvert par le form group. Donc dans ce cas, je l'ai mis dans une div. Donc dans la pratique, j'aurais dû mettre un form par exemple ici. Et ici, nous allons dire que nous avons un form group. Donc il faut faire le binding ici du form group dans un premier temps. Et préciser la valeur correspondant au form group que nous avons créé dans la partie logique. Donc si je reviens ici, il s'agit de cette valeur. Et ensuite, à l'intérieur du form group, pour chaque élément, au lieu d'utiliser le form control, donc j'aurai à utiliser maintenant un form control name. Donc à la place d'avoir ici un form control qui est un binding, j'aurai juste un form control comme ça, name. Et je dois faire correspondre ça à la clé que nous avons déclarée ici, qui correspond au form control qui est contenu dans le form group. Donc je prends le username ici. Donc je l'utilise comme valeur du form control name. Donc en procédant de cette façon, derrière, dans le HTML qui sera généré, donc on aura un attribut name qui va correspondre à username. C'est ce qui se fera derrière. Donc le point important ici, en utilisant le form control name, on ne doit plus avoir de name, l'attribut name comme ça, de cette façon, sur l'élément ou le contrôle que nous avons. Donc ici, je vais juste mettre en commentaire tout ça en attendant.
Et au niveau du second contrôle, pareil. Donc, je dois remplacer ceci par form control name et passer comme valeur la valeur que nous avons déjà spécifiée ici, la clé du contrôle en question. Donc, en procédant de cette façon, nous venons de créer le form group, de faire le binding et de réaliser le binding également au niveau des différents contrôles. Donc ici, cette partie, je dois faire pareil, vu que c'est un bouton radio. Donc là, nous avons les erreurs qui ont disparu dans la partie HTML, donc je mets en commentaire également ça en attendant. Donc si je reviens ici, est-ce que j'ai des erreurs? Je vais juste actualiser la page pour voir. Donc j'ai quelques erreurs. Ok, if you define both a name, the value must match type radio. Ok, est-ce que j'ai un problème au niveau de mes radios ici? Oui, c'est dû au fait que j'ai précisé le name, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on utilise les formes control name, on ne doit plus avoir les names que nous avons ici. Donc je vais juste faire ceci. Ok, donc on voit que l'erreur a disparu. Donc si nous souhaitons maintenant récupérer la valeur du form group que nous avons créé, donc le form group ou bien les form group disposent également d'une valeur qui est d'une propriété qui est value, qui permet de récupérer la valeur du form group. Donc il me suffit de faire value ici. Donc on voit que j'ai le contenu qui est username, qui a cette valeur isAdult qui est false. Donc si je modifie la valeur, on voit que ça se reflète dans le value. Lorsque je modifie également la valeur, ça se reflète dans le value. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser les form group. Donc nous avons également d'autres propriétés comme valide pour nous dire si le formulaire ou le form group est valide ou pas. Donc là c'est false. Je renseigne les valeurs, ça passe à true. Je modifie la valeur, ça passe à false. Nous avons également les propriétés comme pristine et tout ça qui sont également disponibles sur les form group. Donc, concernant les validateurs, si nous revenons maintenant au niveau des validateurs, donc ici, il va nous falloir trouver un moyen de récupérer les différentes valeurs et de réaliser l'affichage des erreurs. Donc, vu que nous avons maintenant un form ici, donc ce qui se fait généralement dans la pratique, c'est qu'on crée des getters ici. Donc, ce qui se fait, c'est qu'on crée des getters pour pouvoir récupérer ces contrôles, les références de ces contrôles et les utiliser dans la partie HTML ici. Donc, je vais laisser cela. Nous allons plutôt voir comment réaliser cela avec l'exercice pratique pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc, concernant l'exercice final de cette partie sur les formulaires, nous allons plutôt la réaliser dans une prochaine vidéo pour éviter de rendre cette vidéo trop longue. Donc, je vous donne rendez-vous pour la résolution de cet exercice dans la prochaine vidéo de cette série. Donc, j'espère que cette vidéo sur les formulaires vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. Et en faisant cela, cela améliorera la visibilité de la chaîne. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous mettrons en pratique ce que nous avons vu dans cette vidéo.